Bonjour les amis, ici Tammy Cabage, auteur du best-seller Agir, fondateur de la Tech Academy, et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission ADN, Agir Daily News. Dans cette émission, j'essaie de décortiquer l'économie, d'apporter finalement mon expertise, mon expérience sur les marchés financiers en tant qu'économiste pour vous permettre de comprendre finalement ce monde obscur. Il y a tellement de versions contradictoires qui concernent l'économie et mon job, ma mission, c'est justement de vulgariser tout ça. Alors rapidement, au programme du jour, les actions qui s'effondrent. Alors la raison évoquée, c'est des sombres perspectives économiques. Et j'ai envie de sourire. Ha ha ha. Pourquoi ? Parce que hier, on avait la même chose. On avait des nouvelles très très négatives et pourtant les actions avaient explosé à la hausse. Qu'est-ce qui explique finalement ce revirement de situation ? Regardez la vidéo d'hier, vous allez tout comprendre. Deuxièmement, Société Générale qui s'effondre aujourd'hui, qui perd plus de 8% en bourse. Mais il y a également la BNP et il y a également Crédit Agricole. Résultat catastrophique. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Pas aujourd'hui, mais dans une autre vidéo, probablement demain ou après-demain. Et je vous expliquerai pourquoi il faut ou il ne faut pas investir dans les valeurs bancaires européennes. Vous me dites en commentaire si ça vous plaît. Troisièmement, Tesla, Facebook qui annoncent d'excellents résultats. D'ailleurs, ça ne m'étonne même pas. Google également. Ce soir, on a Apple. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que les grands gagnants de cette crise, ce sont les GAFAM. C'est-à-dire que ces entreprises, finalement, sont moins sensibles à l'économie traditionnelle. Et ces entreprises ont également d'énormes trésoreries. On pense à Apple, d'énormes trésoreries, d'énormes trésors de guerre. Et elles sont capables de gérer cette crise. Et beaucoup d'entreprises traditionnelles, importantes, sont en plus grande difficulté parce que justement, elles sont dans des secteurs qui sont beaucoup moins porteurs. Quatrième point, la Fed étend son programme de prêt aux petites entreprises. C'est-à-dire qu'on commence à sentir la rigueur et bien évidemment la profondeur de cette crise. Powell, hier, qui est le président de la Réserve fédérale américaine, l'a dit. On est sur une crise qui est sur du long terme, sur du moyen terme. Il va falloir se préparer à des temps durs. La BCE, la Banque centrale européenne, maintient également un plan d'achat d'actions. 4 millions de chômeurs supplémentaires aux États-Unis. Des statistiques européennes catastrophiques, que ce soit sur le chômage, que ce soit sur la croissance. Et enfin, dernière news importante, le pétrole qui grimpe fortement. Pourquoi ? Parce que justement, et je vais commencer par ce point, Trump a expliqué que ce secteur était crucial pour l'économie. Il a dit, bon, on peut comprendre les gens qui sont dans l'écologie, etc., mais il a dit, l'énergie, c'est le cœur d'une économie. C'est-à-dire que sans énergie, une économie meurt. Maintenant, et ça fera partie également d'une autre vidéo, je ne vais pas le faire aujourd'hui, le président de Shell, qui est la plus importante compagnie pétrolière en Europe, a dit la chose suivante, on ne sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas, c'est très très dur pour nous. Et la demande, on ne sait pas si la demande va se reprendre. Mais ça mérite une autre vidéo. Donc, on va commencer par 3,8 millions de chômeurs supplémentaires aux États-Unis et ça nous donne 30 millions de chômeurs. 30 millions de chômeurs, c'est du jamais vu. D'ailleurs, ici, vous voyez, c'est historique. On a 2019 et on a un taux de chômage qui explose littéralement et ça nous donne plus 30 millions de chômeurs supplémentaires depuis le début de la crise. Et la crise n'est pas finie. Et ça nous donne effectivement un record. Ça nous donne un chômage à 12,4%. Alors bien évidemment pour les Européens, 12,4%, surtout pour France, Espagne, Italie, les pays de l'Europe du Sud, 12,4%, ça ne paraît pas beaucoup. Mais aux États-Unis, le taux de chômage était tombé à 3,6%, 3,2%. C'est-à-dire ce sont des taux de chômage très très faibles. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas le même système de protection sociale. On y reviendra juste après. Many States Employment Benefit System, donc il y a un gros problème avec ce taux de chômage, c'est que Trump a promis $600 par semaine de prestations ou d'assurance chômage, d'allocation pour les indépendants, mais également comme par exemple les chauffeurs d'Uber, etc. Donc ça fait quand même un montant non négligeable. Et ça nous fait du $2 400 par mois environ. Et
Il y a des problèmes avec finalement les agences qui se chargent du chômage. States Unemployment Benefit Systems, c'est-à-dire que leurs systèmes sont complètement archaïques. Vous voyez ici, decades old technology. Ils n'ont pas renouvelé leurs services publics. Et donc en fait, ça pose un gros problème parce que ici, vous avez des centaines de milliers d'Américains qui sont encore en train d'attendre pour leur allocation chômage, qui n'ont pas encore reçu leur allocation chômage. Et on parle ici de 600 000 personnes qui ont essayé de bénéficier effectivement d'allocation chômage le 23 avril, mais qui n'ont pas pu le faire parce qu'il y avait effectivement de gros problèmes au niveau technique. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, donc ça, c'est la zone euro. Et la zone euro, c'est catastrophique. On a une récession de 3,8% au premier trimestre. Ici, vous voyez, 3,8% au premier trimestre selon Eurostat. Et ce sera pire au deuxième trimestre. C'est-à-dire que là, le premier trimestre, c'est du mois de janvier au mois de mars. Aujourd'hui, on est quasiment au mois de mai. Et on est bien d'accord que le gros de la crise, ça s'est fait à la mi-mars. D'accord ? Et là, on est quasiment à la fin du mois d'avril. On est à la fin du mois d'avril. On est le 30 avril. Et mois de mai, on ne sait pas s'il y aura un vrai déconfinement, comment ça va se passer, est-ce que les choses vont se dérouler de manière sereine. Bref, le deuxième trimestre sera pire. Ici, on voit la baisse de l'activité, d'accord, qui est extrêmement élevée. Je vous montrerai plus tard un autre graphique. Et c'est la plus forte baisse du PIB. Alors, le PIB, c'est le produit intérieur brut. C'est ce que produit un pays sur une année, d'accord, le PIB annuel, ce que produit un pays sur une année. Et pour la France, c'est la plus forte baisse du PIB depuis 1949, avec un recul de 5,8% au premier trimestre. L'Espagne, 5,2%. La Belgique, 3,9%. L'Italie, 4,7%. L'Allemagne estime que son PIB va baisser de 6,3% cette année. C'est-à-dire que ce sont des chiffres énormes qui s'élèvent à des centaines de milliards, et voire des milliers de milliards. Et le déclin du premier trimestre de la zone euro est le pire depuis au moins le début des années 70. Alors là, ce point, je voulais le développer. Je vais également, alors encore une fois, là, c'est vraiment un rappel des points les plus importants. Et à partir de là, je vais piocher les informations et je vais vous faire des vidéos construites sur les thèmes les plus importants. Mais là, je voulais juste aborder ce thème. L'inflation en zone euro n'a pas augmenté, elle a même diminué. Et c'est étonnant parce que beaucoup de gens voient les prix de l'alimentaire augmenter, surtout les prix des fruits et légumes. On a des prix qui augmentent de 20%, 30%. Mais avec la chute du pétrole, on parle de 10%, mais les prix du pétrole, on est bien d'accord que ce sont effondrés. Mais pourquoi on ne prend pas en compte le prix du pétrole dans le prix de l'essence classique? C'est tout simplement parce qu'il y a des taxes, et il y a également l'entreprise qui se rémunère, donc les compagnies pétrolières également. Donc c'est la raison pour laquelle effectivement le pétrole baisse de 10%. Par contre, l'inflation des aliments non transformés a bondi de 7,7%. Pour les produits alimentaires, 3,6%. Alors là, j'ai envie d'expliquer rapidement ce phénomène de l'inflation parce que c'est important. Pourquoi l'inflation augmente? Vous savez, il y a cette loi de l'offre et de la demande. Quand l'offre est supérieure à la demande, les prix diminuent. D'accord? Quand l'offre est inférieure à la demande, les prix augmentent. Dans le cas du pétrole, on est bien d'accord qu'il y a énormément d'offres, il y a énormément de pétrole sur le marché, mais il n'y a pas beaucoup de demandes, donc les prix baissent. En ce qui concerne les fruits et légumes, comme les frontières sont fermées, comme on n'a plus accès par exemple à des fruits provenant de pays étrangers, eh bien les prix flambent. La loi de l'offre et de la demande. Autre point important, les capacités de production aujourd'hui qui sont limitées. C'est quoi les capacités de production? C'est par exemple des entreprises qui doivent produire, je ne sais pas moi, des téléphones, des chaussures, peu importe. Et aujourd'hui, comme il y a un énorme chômage, d'accord, que ce soit un chômage partiel ou un chômage tout court,
ces entreprises sont incapables de produire, donc de répondre à la demande. Et aujourd'hui, on est dans une situation où la demande a diminué parce que les gens sont prudents, les gens sont sur la défensive, mais la demande a diminué moins fortement que l'offre. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'offre aujourd'hui, elle s'est totalement effondrée sur certains produits. Et donc, à partir de là, on peut comprendre qu'il y a un risque d'inflation. Pourquoi il y a un risque d'inflation? Parce que si les capacités de production, elles ne sont pas toujours là, sachant que beaucoup de gens reçoivent des aides de l'État, mais ne travaillent pas, on a un risque d'inflation, voire d'inflation forte. On n'y est pas pour le moment, et on le voit, les chiffres ici le montrent, c'est-à-dire que pour le moment, on a la baisse des prix du pétrole, la hausse des prix des fruits et légumes, mais toujours est-il que les gens ressentent cette hausse de 20 à 30% des fruits et légumes. Enfin, troisième point, là je reviens sur le Wall Street Journal parce que j'aime bien croiser les informations. Ici, on voit donc la baisse de la croissance. Et on voit ici, vous voyez ici cette baisse qui est tout simplement colossale de l'activité. D'accord? Et là, vous voyez 2009-2008. Et là, rien que le premier, juste pour que vous compreniez bien le moment qu'on est en train de vivre. D'accord? C'est le premier trimestre de 2020. On n'est pas au deuxième trimestre, on est au premier trimestre. Et regardez la croissance qui s'effondre littéralement. Là, c'est quand on a eu la crise des dettes souveraines, des pays comme l'Italie, la Grèce et compagnie. Mais là, vous avez la crise des subprimes, la crise financière qu'on disait comme étant la pire crise du 21e siècle. Et cette crise des subprimes apparaît comme de la rigolade face à la crise de 2020. Et un point important, c'est que l'eurozone, alors encore une fois, c'est les données du Wall Street Journal, a baissé beaucoup plus fortement que les États-Unis durant la même période. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont rentrés en confinement après. Et sur une base annuelle, on parle d'une économie qui a baissé de 14,4%, exceeding the 4.8% contraction in the US economy. Pour les États-Unis, c'est 4,8%. Alors, ça c'est une donnée clé. C'est une donnée clé que je voulais partager avec vous. Ici, il parle d'une divergence entre la contraction des pays du Sud et des pays du Nord. On a beaucoup parlé de l'euro, du Frexit, de l'Italie exit, etc. Et Brexit, bien évidemment, la Grande-Bretagne est déjà sortie, mais on voit bien ici qu'il y a deux économies. Il y a l'économie du Nord, il y a l'Allemagne, les Pays-Bas, les pays du Benelux, qui sont plus rigoureux. La croissance, elle est meilleure. Taux de chômage, il est plus faible. La dette, elle est plus faible. Et les mauvais élèves. Et les mauvais élèves qui ont une croissance moins bonne, des dettes publiques qui ont explosé, et puis qui souffrent beaucoup plus du coronavirus. Et c'est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est intéressant sur un plan économique. Parce que finalement, je vais vous faire par la suite effectivement une comparaison des principales économies. Mais on voit que l'Allemagne, dans les années 2010, elle a bien géré sa dette publique. C'est-à-dire que dans les années 2010, l'Allemagne a été un bon élève. Ils ont bien géré leur dette publique, ils ont diminué la dette publique fortement, ce qui fait qu'ils se retrouvent avec une dette publique de 60% du PIB, quasiment aujourd'hui la moitié de celle de la France, parce que la France va atteindre les 115%, d'accord? Et l'Italie, on est au-dessus des 150%, 170%, d'accord? Et vous voyez pourquoi aujourd'hui il y a des tensions au niveau de l'Europe. C'est-à-dire que les Italiens, ils veulent une plus grande solidarité, et on peut les comprendre. Et l'Allemagne dit moi j'étais un bon élève, j'ai bien géré mon argent, etc. Pourquoi vous voulez que je mette la main à la poche? Et alors, je vais revenir rapidement sur ce point parce que je pense que c'est important. C'est un petit peu hors sujet, mais c'est pas grave. Il y a certaines personnes qui m'ont dit, Tammy, tu déconnes, tu parles de l'Italie, tu dis l'Italie a la chance d'être aujourd'hui dans la zone euro, alors que c'est à cause de la zone euro que l'Italie est dans le caca. Ils ont raison.
Je ne dis pas que la zone euro a été une bonne chose pour l'Italie, mais le fait qu'elle soit aujourd'hui dans la zone euro, ça lui permet de se protéger contre des attaques spéculatives, contre des sorties massives de capitaux. Maintenant, la zone euro, il y avait un problème au départ, c'est-à-dire qu'on avait des économies qui étaient faites pour la zone euro, l'Allemagne par exemple, et on avait des économies qui n'étaient pas adaptées à la zone euro. Ces économies ont cru qu'en rejoignant la zone euro, elles allaient être plus disciplinées, elles allaient avoir une plus grande, comment dirais-je, discipline, une plus grande, des taux d'intérêt plus faibles, une plus faible inflation, parce que, et encore une fois, il faut revenir dans le passé. La France, par exemple, gérait très mal son inflation, elle pratiquait des dévaluations compétitives, elle avait une balance commerciale qui n'était pas bonne, et donc elle s'est dit, comme beaucoup d'autres pays, en rejoignant l'euro, on va devenir plus discipliné. Eh bien, ce n'est pas ce qui s'est passé. On a eu une divergence. C'est-à-dire que les pays les mieux disciplinés ont connu une croissance plus forte et finalement sont beaucoup plus résilients. Et les autres pays sont dans une situation un peu plus compliquée. L'Europe, aujourd'hui, l'Europe est en train... L'Europe, aujourd'hui, est en train d'expérimenter un choc sans précédent dans les temps modernes, selon Paolo Gentiloni, qui est le responsable effectivement de la politique économique à la Commission européenne. Choc sans précédent dans les temps modernes. C'était l'ADN du jour, les amis. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre des commentaires. Alors, je sais que mon opinion, mes points de vue, etc. ne seront pas partagés par tout le monde. Mon but, encore une fois, c'est de vous apporter une information, d'actualité, et également de vous amener mon point de vue. Ce point de vue est argumenté. Il y a des théories, il y a des faits, il y a des chiffres qui le soutiennent. Je ne lance pas des propos en l'air. Maintenant, bien évidemment, tout le monde peut ne pas être d'accord avec moi et je peux le comprendre. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, mettez-moi vos commentaires sous cette vidéo et je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao.